Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à cette édition du soir sur la télévision Tambara. La Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH, a rendu publique une déclaration de presse cet après-midi. Celle-ci relative à la situation des personnes handicapées arrêtées dans le cadre de la lutte contre la mendicité à Niamey. Détenues à l'école de la police, suivant la teneur de cette déclaration avec le président de la dite fédération dans ce extrait. La Fédération nigérienne des personnes handicapées tient à rappeler qu'elle ne soutient pas à travers cette déclaration la mendicité et qu'elle est même contre ces phénomènes. Cependant, nous tenons à souligner avec force notre indignation et notre rejet de la manière par laquelle le gouvernement traite la question de la lutte contre la mendicité ces derniers jours. En effet, le gouvernement a choisi la journée du 31 juillet, journée nationale des personnes handicapées, pour commencer des arrestations et des déportations des mendiants, y compris des mendiants handicapés, sans aucune consultation de nous en tant qu'organisation des personnes handicapées. Ces arrestations se sont poursuivies jusqu'au vendredi dernier. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 50 personnes handicapées qui sont détenues à l'école de la police. Pour certaines d'entre elles, elles ont plus de 15 jours à l'école de la police, où elles sont séparées de leurs femmes et de leurs enfants. Parmi ces personnes, il y a des vieillards, des personnes handicapées mentales. Les questions que nous voudrons ici poser et que nous avons toujours posées au gouvernement et qui ont été sans réponse sont des questions toutes simples. Quelles sont les mesures qui sont en place aujourd'hui pour soutenir les personnes handicapées qui, en raison de la longue marginalisation, discrimination, n'ont pas pu aller à l'école ou apprendre un métier? Quelles sont les mesures qui sont en place aujourd'hui pour soutenir les personnes handicapées, même qui ont appris un métier, alors qu'on sait que même le produit qu'elles fabriquent ces personnes handicapées sont considérés comme handicapés? À travers cette déclaration, nous voudrons lancer donc un appel pressant aux autorités de la République, au premier rang desquelles son Excellence M. Bazoum Mohamed, de bien vouloir libérer les pauvres et paisibles personnes handicapées, car elles n'ont commis aucun crime ni délit. Nous voudrons aussi appeler ces autorités à prendre en considération les nombreux ateliers et forums réalisés par le ministère en charge de la question du handicap sur la mendicité, avec des plans d'action et des ressources conséquentes. Pour finir, nous voudrons nous adresser à la population nigérienne au sujet de la mendicité. La mendicité, pour l'écrasante majorité des personnes handicapées, est une véritable contrainte. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a renseigné au sujet du prophète Youssouf, quand il parlait avec ses enfants, il dit As-sabr jamilan, que Dieu bénit le Niger et son peuple, qu'il fait de notre hivernage un hivernage fécond et qu'il descend la paix et la prospérité au Niger. À Tawa, on continue d'enregistrer des cas de choléra. C'est ce qui a expliqué le directeur régional de la santé de Tawa. Suivons d'autres détails avec lui. Ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le cas de choléra que nous sommes en train d'enregistrer depuis le 3 août et jusqu'à la date d'aujourd'hui.
Au niveau de la région de Tawa, il y a globalement 4 districts qui sont aujourd'hui concernés par le choléra. Les 4 districts sont Madawa, Konni, Teita et les districts sanitaires de Malbaza. D'une façon cumulée, au niveau de Madawa, nous avons 10 cas et Dieu merci, nous n'avons pas enregistré de décès. Au niveau de Konni, nous avons 39 cas. Malheureusement, nous avons enregistré 8 décès. Au niveau de Keita, nous avons 2 cas, 0 décès. Et au niveau du district sanitaire de Malbaza, nous avons 16 cas, 0 décès. D'un point de vue prise en charge, il faut signaler que sur les 54 cas cumulés de la région, il y a globalement 8 décès, 15 guéris et 28 en cours de traitement. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il faut se dire que la situation est stable. Depuis hier, nous n'avons pas enregistré de nouveaux cas. Nous sommes en train de mettre des dispositions pour effectivement minimiser la survenue de ces cas-là. Et en termes de dispositifs, il faut se dire que depuis le premier cas que nous avons enregistré, nous avons mis en route un certain nombre de dispositions, entre autres la création des sites d'isolement, la confirmation et la prise en charge des cas, la sensibilisation de la communauté et la mise en place au niveau de toutes les formations sanitaires des intrants de lutte contre le choléra. Il faut signaler au passage que nous avons donné des instructions aux différents responsables des formations sanitaires, mais renforcer la surveillance, parce que c'est ça qui va nous permettre de minimiser la survenue des cas. La surveillance et la sensibilisation. Nous sommes en période hivernale, il y a des marigots, les enfants peuvent aller se baigner, les gens peuvent aller faire la lessive. Nous avons donné des instructions pour qu'on empêche aux enfants d'aller se baigner, qu'on empêche aux gens d'aller faire des lessives dans des marigots qui constituent des eaux stagnantes et qui découlent des eaux de ruissellement. Restons toujours à Tawa et avec le directeur régional de la santé qui nous revient cette fois-ci sur la situation de la malnutrition de cette année de la dite région. On le suit. Au cours de l'année 2020, nous avons au total 65 000 cas de malnutrition dépistés et pris en charge au niveau de nos formations sanitaires, contre 72 000 en 2021. Je dois expliquer que cela est dû au fait qu'en 2021, il faut le comprendre, il y a création de 54 sites de prise en charge et de dépistage au niveau de la région. Du coup, il faut se dire que le nombre des enfants dépistés doit augmenter puisque les sites de dépistage sont augmentés, sont relevés. Cela est lié au fait que nous avons constaté qu'il y a des localités qui souffrent et qui n'ont pas de sites de prise en charge et de dépistage. C'est ça qui a fait que nous avons fait un plaidoyer pour que de nouveaux sites soient créés et cela est arrivé. Nous avons 54 sites de plus par rapport à 2020. C'est ça qui a fait que le nombre de dépistages a un peu augmenté par rapport à 2020, en 2021. De façon globale, nous ne considérons pas ça comme une augmentation, puisque c'est le dépistage, les sites de dépistage qui sont augmentés et c'est normal que la situation soit différente par rapport à 2020. Mais sinon, de façon stable, le taux de malnutrition au niveau de la région est resté stable. Ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que nous, on ne considère pas ça comme étant un programme de santé publique puisque la situation est plus ou moins maîtrisée. Les conditions de vie des éleveurs et pasteurs deviennent de plus en plus inquiétantes face à l'insécurité qui prévaut dans la zone sahélo-saharienne. Précision avec Mahmoud Issifou et Abdelraouf Dayabou. La situation du pâturage en cette période, lien avec les informations que nous recueillons chaque fois avec nos membres. Quand vous prenez dans l'ensemble, il y a une très bonne pluviométrie. Les animaux aujourd'hui sont en tout cas en mouvement vers la Kirsalé. La région nord, Maradi, les animaux sont en tout cas en train de descendre vers la Kirsalé. Quand vous prenez la région de Tawa également, ils ont cette très bonne pluviométrie et aujourd'hui c'est le mouvement vers les terres salées des animaux. Quand vous prenez la région de Tlabéry, effectivement, personnellement j'étais dans la zone de Bankalare Terra
C'est une zone, en tout cas, à ce niveau, il y a une très bonne pluviométrie. Vous avez les animaux. Il n'y a aucun problème en ce moment pour les animaux dans ces zones-là. L'aspect qu'il faut soulever, de mon point de vue, à côté de cette bonne pluviométrie, il faut aussi tenir compte de la question sécuritaire dans ces zones. Quand vous prenez dans les régions de Tawa, quand vous prenez l'ouest Tawa, du côté nord Tilia, etc., aujourd'hui, la préoccupation des éleveurs, c'est l'insécurité. C'est le vol de bétail, etc., c'est des attaques. C'est la même chose comme dans le nord-ouest Tawa, dans les zones de Kanamat, etc., c'est le même problème, n'est-ce pas? Et vous avez un banditisme et une insécurité transnationale qui fait qu'aujourd'hui, les éleveurs pasteurs ne sont pas très à l'aise dans certaines zones pour leur mouvement. Voilà vraiment un grand problème. Quand je discute avec les éleveurs pasteurs de la région d'Ottawa, en lien avec en tout cas ce qu'ils nous racontent, et c'est les informations que je reconnais, c'est cette insécurité transnationale dans la zone frontalière, dans la zone de Tilia, etc., frontalière avec les zones, les communes d'Anates, Banclaré et autres, qui font qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation des éleveurs pasteurs. Et parce que c'est des zones naturellement propices pour l'élevage, ces bandes-là. Et ces bandes aujourd'hui, c'est un sérieux problème. Les éleveurs pasteurs de la région de Labéry sont obligés de se concentrer vers l'ouest, vers le sud, descendre, peut-être être dans la zone des terrains, descendre en tout cas dans des zones où, parce qu'aujourd'hui, les zones comme Bani, Bango, etc., dans ces bandes-là, c'est vraiment une préoccupation. Il faut que l'État, en rapport effectivement avec les organisations de l'éleveur pasteur et les chefs et les responsables du communauté, pense aux actions de sensibilisation pour prévenir les conflits agriculteurs et éleveurs. Dieu merci, actuellement je vous parle, nous n'avons pas eu connaissance de ce genre de problème parce que nous sommes en pleine campagne hivernale dans certaines zones, il y a la disponibilité de l'herbe, etc. Il y a une certaine sécurité relative, mais il faut toujours prévenir. Avant dit, il faut toujours prévenir les conflits ruraux parce que tout le monde fait face à un autre conflit transnational qui est lié aux groupes terroristes qui sont en train de piller les animaux des éleveurs pasteurs, de piller les communautés sédentaires, etc., comme c'est le cas du Banembango ou autres. Voilà. Donc, pour en tout cas le résumer, l'hivernage s'installe bien. Ce qu'il faut faire, c'est il faudrait que les organisations de la société civile comme nous autres, n'est-ce pas, en tout cas, et ces partenaires mettent l'accent sur la sensibilisation. Que ce soit les éleveurs ou les agriculteurs, que chacun respecte le contrat. Il y a des périodes assignées pour la libération des champs, il faut libérer. Il y a des périodes, et ces périodes, il faut aussi que les éleveurs pasteurs les respectent. L'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations, AGSIM, en collaboration avec le DECAF, organise depuis ce matin un atelier de renforcement de capacité sur la sécurité des journalistes en zone de conflit. C'était à l'hôtel Tabakadi de Niamey. Le résumé avec Zainab Gagara et Ibrahim Kantama. Renforcer les capacités des journalistes sur la sécurité du journaliste dans les zones de conflit, tel est l'objectif de l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations en collaboration avec DECAF Niger. Après la rencontre à Tilaberi entre les journalistes, les acteurs de la société civile, les forces de défense et de sécurité, c'est le tour des départements de la région de Tilaberi, proche de la région de Niamey, d'assister à cette deuxième édition de formation. Pourquoi une telle initiative? Eh bien parce que les médias jouent un rôle important en période de conflit, mais surtout parce qu'ils urgent de réfléchir sur la question de la sécurisation des acteurs des médias, pilier de la promotion de la paix dans ce contexte particulier de la région de Tilaberi et du Liptako-Gourma en général. En effet, nos confrères de cette zone nous témoignent régulièrement
que les acteurs des médias de cette région sont, après les forces de défense et de sécurité, les leaders locaux, les symboles de l'État et les populations civiles. Ces acteurs des médias sont donc une cible potentielle pour ces groupes armés non étatiques. Cette sécurité que nous recherchons est d'abord l'affaire du journaliste avant d'être celle de sa rédaction et de son organe de presse. Et au vu de la qualité des participants, je ne doute point du succès de cette rencontre. C'est dans ce cadre du partenariat avec les organes de contrôle externe de la sécurité que le Centre de Genève pour la gouvernance de la sécurité organise cet atelier en collaboration avec l'Association des journalistes pour la sécurité et l'immigration pour créer une ambiance d'échange entre les journalistes et les responsables de FDS. Il est attendu que la collaboration entre les journalistes et les FDS sera un moyen idéal pour la création d'un climat de confiance qui permettra à chacun de jouer pleinement son rôle et sans la moindre difficulté. Le conseiller technique auprès du ministre de la Communication félicite les membres de l'AJSM sur cette initiative qui permettra de promouvoir la sécurité des journalistes afin de fournir des informations de qualité sur les questions sécuritaires dans les zones de conflit. Permettez-moi de féliciter les membres de l'AJSM qui ont eu l'ingénieuse idée de créer cette structure dont l'objectif est de contribuer à une meilleure diffusion de l'information sur les questions sécuritaires et migratoires afin de susciter l'adhésion des populations aux approches qui prônent des solutions en faveur de la paix, de la sécurité et d'une migration régulière. En effet, on a besoin de rappeler que ces questions sont d'une importance capitale pour notre pays, le Niger, notre sous-région et même le monde. C'est l'occasion pour moi d'encourager l'AJSM Niger pour son engagement et sa vision sur ces thématiques. Espérons que cette deuxième rencontre permette d'inculper la culture de la paix et sécurité dans la défense et le respect des droits humains dans les zones de conflit. Ainsi s'achève ce journal-là. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.